2002 et nous venons d'arriver à l'aéroport de Dubrovnik et avons commencé notre transfert vers la République de Serbie-Monténégro, le Monténégro où nous allons passer 15 jours et découvrir cette république. Pour arriver à notre lieu de séjour, nous avons environ 3 heures de transfert depuis Dubrovnik en Croatie et nous nous dirigeons vers Petrovac. Pour y arriver, nous contournons le fjord de Kotor et nous prenons ce ferry pour couper un peu le trajet. Et bien après 2 heures de vol mais 3h15 de transfert, nous voici arrivés à notre lieu de séjour. Nous sommes à Petrovac, à l'hôtel Palace, situé en bordure de mer, et nous avons d'ailleurs une chambre côté mer. Voilà, l'hôtel Palace a environ 18 ans d'existence. On pourrait imaginer que quelques années après la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, le Monténégro soit complètement isolé. Apparemment, il n'en est rien. Au contraire, la station ici à Petrovac a connu un développement puisque il me semble que la ville est 3 fois plus étendue qu'il y a à peu près 20 ans. Mais elle garde tout son charme et tout son pittoresque. Il faut dire que l'endroit naturel est particulièrement beau.
voilà, nous avons connu notre première journée ici à Petrovac, une journée de soleil, de plage. Et à nouveau, nous admirons le très beau paysage que nous offre la station. Eh bien, le soir aussi, Petrovac, c'est plein d'ambiance. Eh bien aujourd'hui nous avons pris possession d'une voiture de location, ce qui va nous permettre de bouger. Nous commençons notre visite par la Riviera Budvanska, cette partie du littoral monténégrin.
La Riviera Budvanska, c'est le nom donné ici à cette riviera monténégrine, couvre plusieurs dizaines de kilomètres entre le fjord de Kotor et l'Albanie. Devant nous, l'île hôtel de Sveti Stefan. Une mer limpide, c'est l'Adriatique. À nos pieds, la petite localité de Milošev. Et voici l'une des plus grandes plages de l'ex-Yougoslavie, la plage de Bečići. Cette plage avait été déclarée en 1939 à Paris la plus belle plage d'Europe. C'est l'une des rares plages de sable. Ici, l'hôtel Splendide, un hôtel 3 étoiles situé dans un très beau jardin. Et voilà la baie de Budva, avec devant nous l'île de Sveti Nikola. Et voilà la vieille ville de Budva, que nous allons visiter maintenant. La plage de Mogren. Budva dans son intégralité, d'abord la vieille ville, et puis la ville moderne, et toute la plage. Et bien maintenant, allons faire un tour dans la vieille ville de Budva. Engageons-nous dans la vieille ville ceinturée par les remparts, une vieille ville qui fut gravement touchée par le tremblement de terre de 1979, ainsi que toutes les villes du Monténégro d'ailleurs. Une vieille ville décidément extrêmement pittoresque. Nous sommes maintenant en haut de la citadelle, admirablement restaurée. Et voilà le sommet de la citadelle, vue sur l'hôtel Avala.
La piscine originale de l'hôtel Grand Hôtel Avala. Nous quittons provisoirement Budva. Budva qui est dominé par le Lion de Venise. Il est vrai qu'ici, c'était une petite ville qui connut son heure de gloire à l'époque vénitienne, tout comme Dubrovnik qui à l'époque s'appelait Raguse. En quittant Budva, nous quittons également la fameuse plage de Bečići, dont voici un très beau panorama. Notre prochaine visite est devant nous, l'île de Sveti Stefan. L'hôtel Maestral se trouve à l'entrée de la petite cité de Milošev. On devrait plutôt dire un hameau. Nous sommes en contre-jour, mais voici devant nous la superbe petite île de Sveti Stefan. De superbes jardins nous amènent vers cette île-hôtel. Et oui, toute l'île est aujourd'hui un hôtel de luxe. C'est l'établissement le plus luxueux de tout le Monténégro. Toute l'île, effectivement, est aujourd'hui un hôtel. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au XVIIe siècle, cette île était occupée par un clan, une famille qui s'est établie ici pour fuir le monde. C'était autrefois un village de pêcheurs. La pêche toutefois connut son déclin vers les années 1950. C'est alors que le gouvernement racheta l'île complètement pour en faire un hôtel de luxe. Ici, il n'y a pas de chambre pareille parce qu'il n'y a pas deux maisons pareilles. Toutes ont leur style. L'île possède sa petite chapelle. Et bien sûr, l'hôtel dispose d'une piscine. Pas très grande, mais agréable. Voilà décidément un merveilleux havre de paix et de luxe.
Dans le fond, l'ancienne résidence royale, aujourd'hui également hôtel, l'hôtel Villa Milocher. La fin de journée se termine là où elle a commencé. Voilà une vue de Petrovac, là où nous logeons. Et bien voilà, nous sommes donc au Monténégro. En langue locale, ça s'appelle donc le Tcherna Gora, c'est-à-dire le Mont Noir. Alors le Monténégro, c'est cette petite république d'environ 22 000 km² qui fait partie encore actuellement de la Yougoslavie. Les frontières, c'est la Croatie par laquelle nous sommes venus. Nous avons ici la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, donc la Yougoslavie, ici donc le Kosovo et enfin ici l'Albanie. Alors nous sommes arrivés donc venant de Dubrovnik, nous sommes installés ici donc à Petrovac, voilà où se trouve notre hôtel, et hier nous avons circulé sur cette petite région. C'est ce qu'on appelle la rivière Budvanska. Alors aujourd'hui nous partons pour 3 jours vers l'intérieur du pays, vers la capitale qui s'appelle aujourd'hui Podgorica. Sur la carte, il est encore appelé Titograd, c'est son ancien nom. Ensuite, nous allons monter vers le monastère de Ostrog et nous allons partir vers la région des lacs et surtout le parc national de Durmitor, un parc national protégé par l'UNESCO. Nous allons donc chercher un logement dans cette région et puis demain, nous allons parcourir les gorges de la Tara, des gorges qui font 100 km de long et c'est le deuxième canyon le plus grand du monde après celui du Colorado. Nous allons partir vers cette région, et plutôt par ici d'ailleurs je crois, pour entrer au Kosovo et visiter les monastères de Peć et de Dečani, pour remonter ensuite par des régions de montagne et le parc national de Plave, où nous allons chercher un deuxième logement. Ensuite ce seront des routes de montagne qui feront que nous allons rentrer donc sur la côte. Et le jour prochain nous allons visiter donc le fjord de Kotor, à partir de l'ancienne capitale qui s'appelle Cetinje, le mont Lofsjön, duquel nous devrions avoir de superbes panoramas. Alors 2 autres buts de promenade aussi, donc ce sera donc le lac de Skadar, ici, nous allons visiter cette région. Et enfin, nous allons parcourir la côte sud, vers Bar, Stari Bar et Ulcinj, qui se trouvent à la frontière donc de l'Albanie. Avec ce programme, nous devrions bien connaître maintenant le Monténégro. Bon voyage! Voilà, c'est une Skoda Fabia que nous avons louée qui va nous emmener ici à la découverte du Monténégro. Nous avons quitté notre station de Petrovac et tout de suite à l'assaut des hauteurs. Au loin, la plage de Buljarica. Au lointain se profile le lac de Skadar. Et voilà une petite partie donc du lac de Skadar, le plus grand lac de tous les Balkans. Nous approchons de la ville de Danilovgrad et c'est à partir de là qu'on va se diriger vers le monastère de Ostrog. La tache blanche que l'on devine, c'est le monastère d'Ostrog, où nous nous dirigeons. Le tout est de trouver la route. Eh bien, nous avons trouvé la route et nous avons parcouru de nombreux kilomètres à flanc de montagne et de virages en épingle à cheveux, mais ça y est. Le monastère est devant nous. Nous ne sommes pas encore, mais on approche. Voilà, le couvent, le monastère de Ostrog est dédié à Saint Vassiliev Ostrovski. Voilà l'ancien monastère qui date du XVIIe siècle. C'est un lieu saint très important pour l'orthodoxie.
C'est bien, c'est bien. Notre visite est terminée, le tout est de reprendre la route retour, tout aussi sinueuse. Sous la pluie, malheureusement, direction la rivière Komarnitsa et la vallée du même nom. Le temps n'est pas vraiment avec nous, mais voici donc le canyon de la Komarnitsa, le nom de cette rivière. La localité de Ploujins, toujours située dans le canyon de la Komarnitsa. C'est peut-être plus haut. Nous continuons un peu le trajet durant une vingtaine de kilomètres vers la frontière de la Bosnie. Pivsko Jezero, ce qui veut dire le lac de Pivsko. C'est donc ce lac artificiel créé grâce à la rivière Komaritsa. Un lac artificiel également créé parce qu'on a construit un barrage ici. Des montagnes superbes et une couleur de lac qui rappelle un peu les lacs émeraudes des Rocheuses canadiennes. Un paysage tout à fait digne de la comparaison avec les paysages de Norvège et des fjords. Ah, il y a des pêcheurs. Voilà, nous étions vraiment à très peu de distance de la frontière avec la Bosnie. Nous faisons demi-tour. Nous sommes arrivés au barrage qu'il était interdit de photographier. Les paysages restent somptueux.
avons maintenant bifurqué pour prendre la direction du parc national de Durmitor. Une petite route. Ce ne sont pas moins de 39 tunnels que nous avons utilisés sur 20 km depuis la frontière bosniaque. Pour rejoindre le parc national de Durmitor, nous utilisons cette route qui est considérée comme un raccourci d'environ 30 km. Mais voilà l'état de la route. Voilà où nous étions tout à l'heure, à Plusine. Ah, le paysage a bien changé, mais qu'est-ce que c'est beau. Nous arrivons près du petit hameau de Perchat. Prononciation non garantie. Slušate kroniku glavnog grada. Que ces paysages sont vraiment beaux et variés. Le paysage continue à varier. Tout doucement, nous arrivons du parc national de Durmitor, un parc national protégé et classé par l'UNESCO. Incroyable la beauté de ces paysages, vraiment superbe. Heureusement que nous avons un excellent conducteur. C'est vraiment magique. Oh. Splendide. Nous sommes donc maintenant dans ce parc national de Durmitor.
devant nous, selon la carte routière du moins, je pense que c'est le plus haut sommet ici du parc national de Durmitor. C'est le mont Bobotov-Cook. Il domine le paysage de ses 2502 mètres d'altitude. La journée commence à se terminer, nous ne sommes pourtant pas encore à destination. Nous sommes toujours admiratifs devant ce paysage. Il y a 12 sommets de montagne ici qui dépassent 2000 mètres d'altitude. Et il ne fait pas chaud du tout. Nous sommes ici à un col à 1900 mètres d'altitude. Voilà, depuis quelque temps déjà, nous avons entrepris notre descente vers la station de Žabljak, qui est la ville la plus haute du Monténégro, 1485 mètres d'altitude. Nous retrouvons des forêts de conifères. Nous sommes donc à Žabljak, au pied des montagnes. Eh bien, nous avons passé la nuit à Žabljak et voici la vue de notre chambre. Une vue sur le massif de Durmitor. Et nous sommes à l'hôtel Jezera, ce qui veut dire l'hôtel du lac. Et pour cause, nous sommes à 2 km d'un des lacs les plus importants de la région, le lac Noir, que nous allons aller voir ce matin. Voilà notre hôtel où nous avons passé la nuit, l'hôtel Jezera, un hôtel des années 70, de style moderne, mais au mobilier un peu désuet. Voilà, nous ne pouvions manquer cette petite promenade matinale pour découvrir justement ce lac Noir, le plus proche de Žabljak, le plus accessible. Ici, il y a de très nombreuses balades balisées justement vers les lacs ou vers les montagnes, mais nous avons une longue route et maintenant direction le canyon de la Tara. Voilà, dernier regard sur Žabljak. Et ici un rare exemple d'habitation ancienne, traditionnelle.
Voilà, nous arrivons cette fois au bord donc de la rivière Tara. Nous allons suivre la route pendant au moins environ une soixantaine de kilomètres et atteindre le canyon de la Tara. Et nous voilà repartis pour une série de tunnels. Et voilà là-bas le pont qui surplombe la Tara que nous venons de voir. Le canyon de la Tara, cette petite rivière, ce canyon est considéré comme le plus long du monde après celui du Colorado. Il fait environ 100 km de long et il est très encaissé comme on peut le voir. La vallée s'élargit maintenant, nous sommes hélas toujours à contre-jour. Poursuivons notre chemin, toujours en suivant le cours de la Tara. Eh bien, nous commençons à sortir du canyon, direction la ville de Mojkovac. Un petit détour pour aller voir le lac de Biogradsko Jezero, Jezero qui veut dire lac. Donc. Et voilà ce lac de montagne situé à 1094 mètres d'altitude. En raison de sa limpidité et son état tout à fait naturel, sans aucune pollution, le lac de Biogradsko était déclaré parc naturel d'État. Et nous avons repris la route. Cette fois, nous prenons la direction de l'extrême est du Monténégro et la frontière théorique avec la Serbie. Nous sommes maintenant à quelques kilomètres de la frontière avec la Serbie et le Kosovo. Les dames ici sont habillées façon albanaise ou turque, c'est comme on veut. Et c'est maintenant dans le brouillard que nous arrivons au Kosovo. Nous avons franchi un poste de douane. La Yougoslavie n'est donc plus tout à fait un seul pays. Cap sur la ville de Peć. Voilà, premier paysage donc du Kosovo. Nous avons passé une première frontière, celle du Monténégro, et ensuite une frontière pour entrer au Kosovo. C'est une frontière donc administrée par l'ONU. Et soudain, ce paysage montagneux fait place à une énorme plaine à perte de vue.
Voilà, nous sommes donc maintenant à Peć, avec les deux orthographes albanaises et serbes. Et dans les régions, nous avons déjà remarqué qu'il y a encore de nombreuses traces des destructions des Serbes ici au Kosovo. Après l'épuration ethnique dirigée contre les Albanais, Peć est une ville qui essaie de se retrouver une nouvelle vie. Dans la vieille ville, un peu comme Sarajevo. Ah, c'est peut-être pas la vieille ville. Ouais. Mince. Nous étions venus pour lui, mais il est fermé. C'est le monastère de Peć. Et à nouveau, cap sur la montagne pour retourner au Monténégro. Et nous nous enfonçons cette fois dans le défilé de la Rugovo. Ça va, je vais. Ici, il y a des courageux. Bon, la pluie semble se mettre de la partie à nouveau. C'est joli là. Impressionnant le canyon de la Rugova. Encore environ une dizaine de kilomètres pour retrouver la frontière du Monténégro. Et ensuite environ une trentaine jusqu'à notre étape du soir. Voilà, dans cette vallée, un projet de l'ONU prévoit la reconstruction de 31 maisons.
Après une deuxième nuit en province, nous reprenons la route. Nous sommes donc maintenant au Monténégro et nous regagnons la côte par un autre itinéraire. À nouveau de haute montagne se profile devant nous. Nous sommes aux alentours de Colassine, une station de sport d'hiver, et ce sont les monts Comovi que l'on aperçoit. Situé dans la vallée de la Moraca, qu'on prononce ici Moracha, et près de la rivière également du même nom, voici le monastère de Moracha. Il s'agit bien sûr d'un monastère orthodoxe, et c'est impeccablement entretenu. Le monastère date du XVIIe siècle, et on peut y voir ici de très belles fresques encore bien conservé et entretenu. Petit rectificatif, la fondation de ce monastère date de 1252. Il a été plusieurs fois détruit et remanié. Et voilà l'intérieur de la chapelle, de superbes fresques. Ça aurait été dommage. Et nous avons repris la route, cette fois pour suivre le canyon de la Moracha.
La vallée s'élargit maintenant, nous sortons tout doucement du canyon. C'est durant environ 25 km que nous avons suivi ce très bel itinéraire, cette route qui longe le canyon de la Moraca. Nous avions commencé notre promenade de 3 jours de découverte par le lac de Skadar. En voici une autre vue, totalement différente. Une vue vraiment grandiose dans des bras de ce lac, le lac de Skadar, le plus grand des Balkans. Nous avons devant nous certainement l'un des plus beaux paysages de tout le Monténégro, sans aucun doute. Nous découvrons une région vraiment pittoresque et bucolique. À chaque détour, on a envie de prendre des photos et on ne se gêne pas. Au loin, la grande étendue du lac de Skadar qu'on devine à peine. Encore une autre vue. Bien sûr, il manque un peu de soleil, mais il est 18h30 et c'est très beau quand même. Voilà, probablement l'une des dernières vues de ce lac, puisque nous approchons de la côte et de Petrovac, là où nous logeons. Et c'est reparti. Cette fois, nous partons vers la côte sud, l'extrême sud du Monténégro, à la frontière de l'Albanie.
Nous nous dirigeons vers l'ancienne ville de Stari Bar. Ici, la région est réputée pour ses très vieux oliviers. Nous voici près de la ville portuaire de Bar. Plus précisément, dans ce paysage rude et sauvage, voici l'ancienne ville de Bar, autrement dit Stari Bar. Au XIXe siècle, dans cette ville existaient plusieurs poudrières. Nous ne sommes pas loin d'Ulcinj et c'était un lieu de piraterie. Et en 1880, la poudrière a sauté, la ville aussi. Elle fut reconstruite, mais son coup de grâce fut en 1979, où le tremblement de terre réduit en néant ce qui en restait. Et c'est le jour du marché ici. Voilà, nous sommes maintenant à Ulcinj, la ville la plus orientale du Monténégro. Ici vit une grande partie de population d'origine albanaise. Ici aussi, la ville a été très touchée par le tremblement de terre de 1979, mais une partie de la vieille ville a quand même été restaurée. Nous allons bien sûr nous intéresser à la vieille ville, la ville haute. Donc voici la porte d'entrée. L'histoire de cette ville est assez originale. C'est au XVIe siècle qu'un sultan, qui dirigeait la région à l'époque, décida de faire de cette petite ville un fief d'échange d'esclaves et un port surtout de piraterie. Et c'est ainsi que Ulcinj devint le port d'esclavagisme le plus important de l'Adriatique. Ce n'était pas tout à fait par hasard, c'était décidé pour contrer notamment le trafic maritime et commerçant qui menait vers la Sérénissime, c'est-à-dire Venise bien sûr. Il faut dire que la situation géographique d'Ulcinj était particulièrement stratégique. Bien, on continue notre promenade à travers le vieux Ulcinj.
Voilà, notre tour se termine. Beaucoup de monde sur la plage ici aussi, mais ici cela s'explique, c'est une plage de sable fin. L'une des rares maisons anciennes à avoir tenu le coup au tremblement de terre de 79. Nous nous sommes aperçus que nous avons loupé toute une partie de la vieille ville. Alors on ne se lasse pas du plaisir d'y revenir. Voilà à quoi ressemblait la ville après le tremblement de terre d'avril 79. Bon, cette fois-ci on quitte Ulcinj, Bordebon. Un peu plus au sud de Ulcinj, voici ce qu'on appelle les calimères. Ce sont des petites cabanes de pêcheurs, une pêche au balancier et au carbet. Et cette pêche est interdite depuis 1969. Ces installations restent donc ici pour l'aspect pittoresque et photogénique. Et voici la grande plage donc proche de Ulcinj, la plage de Velika Plaža, une grande plage de sable fin. Nous sommes maintenant installés au restaurant Barracuda, aux bordures de la rivière, où se trouvent les pêcheurs. Scampi, datri. Le restaurant Barracuda est le restaurant de poisson le plus réputé du Monténégro, paraît-il. Nous allons goûter cela. Et l'endroit est particulièrement agréable. En bordure de rivière. Impossible d'arriver plus au sud que cela. Nous sommes maintenant sur l'île de Ada Bojana, une île juste à la frontière de l'Albanie et réservée entièrement aux naturistes. À côté de la plage, tout un aménagement ici de sport nautique.
Et c'est reparti. Aujourd'hui, nous allons visiter l'une des régions les plus touristiques, un des musts, bien sûr, du tourisme du Monténégro, les Bouches de Kotor et le mont Lovćen. Et sur la route, une très belle vue de Sveti Stefan, mais cette fois-ci avec une excellente lumière. La route part à l'assaut de la montagne vers l'ancienne capitale Cetinje que nous allons atteindre. Et pour l'instant, une vue sur Budva. Et également sur l'île de Sveti Nikola. Quel panorama grandiose! Voilà, on devine au loin Sveti Stefan, Milošev. La station de Bečići et au loin Budva. Voici donc à Cetinje, l'ancienne capitale du Monténégro, qui ensuite sera transférée à Titograd. Titograd qui entre-temps a repris son ancien nom, Podgorica. Le Monténégro qui autrefois était d'ailleurs un royaume. Le dernier roi du Monténégro, Nikola Njegos, a régné jusqu'en 1918. Depuis les années 1300, donc jusqu'au dernier roi, le Monténégro a souvent été dirigé par des princes-évêques. Cetinje a été souvent convoitée par les Ottomans, mais également les Autrichiens. La ville était autrefois dirigée au temps de l'Empire austro-hongrois par les Autrichiens, justement. Et voilà le palais monastère, le palais des archevêques qui ont dirigé le Monténégro. À côté du monastère, un palais, le palais du roi. Une gravure ancienne illustrant le monastère et le palais forteresse juste à côté, construit par les Ottomans. Depuis de nombreux siècles, les Monténégrins tiennent à l'indépendance de leur pays, chose qui sera peut-être possible d'ici 2 ans. Un portrait du prince Njegos, très vénéré ici au Monténégro. On va tout à l'heure voir son mausolée au sommet du mont Lovćen. Curieux ce panneau à la sortie du musée. Voilà les kilométrages depuis quelques-uns des principaux musées du monde. Et à côté, le palais que le dernier roi Nicolas s'était fait construire. On va quitter Cetinje, direction le mont Lovćen. Voilà là-bas devant nous le sommet du mont Lovćen et on s'y rend.
Et bien voilà, nous sommes arrivés au mausolée du prince évêque poète Niégos. C'est un panorama immense qui s'offre à nous, au loin, Sétigné, d'où nous venons. Bon, courage, nous ne sommes pas encore au mausolée. Voilà, c'est au sommet de cette montagne que le prince évêque Niégos a voulu être enterré. Pourtant, ce mausolée a connu quelques vicissitudes, puisque le corps du prince évêque a été déplacé durant l'occupation autrichienne qui voyait d'un très mauvais œil ce symbole de l'indépendance du Monténégro. Et la dépouille a été déplacée à Sétigné. C'est en 1925 que seulement le mausolée retrouva la dépouille du prince évêque. Voilà, ici le mont Lofschön devant nous. Le mausolée a été créé en 1974 par le sculpteur croate Ivan Mestrović. Les deux cariatides gardent donc le mausolée. Elles sont en costume typiquement monténégrin. Et voilà la crypte où repose le prince évêque poète. Voilà, né en 1813 et décédé en 1851. Et voilà les armoiries du Monténégro. C'est brumeux, mais devant nous, le fjord de Kotor, vers lequel on va se diriger ensuite. Bien, ça y est, on est redescendu, 460 marches, c'est pas rien. Et c'est parti maintenant pour la grande descente vers le fjord de Kotor. Voilà, nous allons maintenant entreprendre la descente sur Kotor précisément, mais nous avons dû revenir sur Sétigné. Une route pas simple du tout pour les autocars. La route qui descend vers Kotor est surnommée la Serpentine. Allez donc savoir pourquoi. Nous traversons ici le village de naissance de l'archevêque, de l'évêque poète, Niégos. Voilà, on commence à deviner le fjord. Incroyable le beau paysage que nous avons. Et le voilà ce fjord, en partie du moins. Il n'y a pas qu'en Norvège qu'il y en a. C'est l'un des rares fjords de Méditerranée, mais le plus impressionnant.
la piste d'atterrissage de l'aéroport de Tivat. Et bien voilà, nous l'avons bien descendu, cette route extrêmement sinueuse, mais magnifique bien sûr. Au fond, ici, la ville de Kotor que nous allons maintenant visiter. Voilà, nous sommes maintenant arrivés à Kotor. Voilà ici donc les remparts qui dominaient donc la ville. La ville de Kotor qui a été durement touchée par le tremblement de terre de 1979. Elle a été en très grande partie reconstruite et le centre historique a pu être sauvé, reconstitué grâce aux efforts de l'UNESCO qui a classé la ville de Kotor patrimoine de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité, pardon. Nous allons visiter la vieille ville. Dobrotošli, ce qui veut dire bienvenue. Le lion de Venise nous rappelle que la ville était également un comptoir de la Sérénissime. La tour de l'horloge est un des symboles de Kotor. Le monument le plus connu de la ville, l'église Saint-Tryphon. Oui, il y a bien l'influence de Venise ici. Une ambiance très méditerranéenne ici à Kotor. D'ailleurs, c'est la sieste, il est 16 heures. Vu depuis un petit bout de rempart. Détail d'architecture à l'arrière de la cathédrale Saint-Tryphon. Nous déambulons toujours au hasard de nos petites balades, sans plan de la ville, mais ce sont toujours de très beaux coins qu'on découvre.
temps est venu de quitter Kotor. Eh bien, nous contournons une partie du fjord et c'est toujours aussi beau. Dernière vision du fjord, la petite ville de Perast et les petites îles situées